Un père célibataire en difficulté, un pneu crevé, et une femme en robe de mariée debout, pieds nus, au bord d'une route poussiéreuse. Lorsque Jack s'arrête pour l'aider, il ne se doute pas qu'il s'agit d'une mariée milliardaire qui vient de quitter son propre mariage. Pas d'explication, pas de nom de famille, juste une demande silencieuse pour une seconde chance dans la vie. Ce qui commence comme une faveur au bord de la route devient une collision entre deux mondes, des secrets et un amour auquel aucun d'eux ne s'attendait. Ce n'est pas seulement l'histoire d'une aide apportée à une inconnue, c'est l'histoire d'une libération, du fait de tout risquer et de choisir l'amour quand tout semble indiquer qu'il ne faut pas le faire. Avant de plonger dans l'histoire, cliquez sur le bouton « S'abonner » et laissez un commentaire pour nous dire d'où vous nous regardez. Le réveil a sonné à 5h17, mais Jack était déjà réveillé. Il n'avait pas vraiment dormi, juste somnolé en écoutant le vieux radiateur mural siffler et crachoter comme s'il allait rendre l'âme. Un courant d'air froid s'était glissé par la vitre fissurée, lui effleurant le visage comme pour lui rappeler que l'hiver approchait et qu'il n'avait pas les moyens de le réparer. Il s'est assis lentement, prenant soin de ne pas réveiller Émilie qui s'était blottie contre lui au cours de la nuit. Sa petite main reposait sur son bras, les doigts encore collants du jus de pomme séchée du dîner de la veille. Il la regarda longuement. À 8 ans, elle apprenait déjà à se passer de tout sans demander davantage. Cela le brisait d'une manière dont il ne parlait pas. Jack se leva du matelas, juste un matelas simple posé à même le sol, et enjamba le linge éparpillé pour se rendre à la cuisine. Le réfrigérateur cliqueta lorsqu'il l'ouvrit. Il y avait un demi-carton de lait, 2 œufs et une tranche de mortadelle qu'il avait mis de côté. Il versa le lait dans le thermos d'Émilie pour l'école. Elle ne se plaindrait pas. Elle ne le faisait jamais. Les factures en retard étaient toujours empilées près de l'évier. Des enveloppes non ouvertes tachées d'huile. Le loyer était dû dans 4 jours. Son patron, Rick, l'avait déjà prévenu que les heures de travail allaient encore être réduites. « Les affaires sont calmes, Jack », lui avait-il dit vendredi dernier. « Tu sais comment ça se passe ». Jack le savait. Il savait aussi que le loyer ne se paierait pas tout seul avec les petits boulots occasionnels chez des voisins qui lui offraient plus d'excuses que d'argent. Il sortit dans le froid, une clé à molette de la veille, toujours dans sa poche arrière, et alluma une cigarette de ses doigts tremblants. De l'autre côté de la rue, un chien aboyait sans raison. Le silence entre les étoiles semblait plus lourd que d'habitude. Il pensa au travail de réparation de pots d'échappement qu'il avait prévu pour aujourd'hui. 60$, peut-être 80 si le type se sentait généreux. Puis, il pensa aux chaussures d'Émilie, dont les semelles étaient usées, et le sac à dos troué à cause de la fermeture éclair qui s'était encore cassée. Jack tira une longue bouffée, souffla la fumée et murmura à personne en particulier. « Juste un coup de chance, c'est tout ce dont j'ai besoin. » Le soleil n'était pas encore levé, mais sa journée avait déjà commencé. La vieille camionnette cahotait sur la route 6, le chauffage fonctionnait à peine, le pare-brise était maculé de la pluie de la veille et de celle de ce matin gel. Jack tenait le volant d'une main et de l'autre, il tenait un café dans un gobelet en papier ramolli par les matins répétés. Émilie était déjà à l'école. Il avait rassemblé juste assez d'essence pour faire l'aller-retour avant l'ouverture du magasin. Il avait maintenant 2 heures à tuer avant de réparer le pot d'échappement, et rien d'autre que le calme de la route et les parasites de la radio pour lui tenir compagnie. C'est alors qu'il l'aperçut. Ce n'était qu'une ombre au début, une silhouette qui avançait en titubant sur le bas-côté, les bras serrés autour d'elle, comme si elle essayait de retenir les morceaux qui lui restaient. Jack plissa les yeux et ralentit à mesure qu'il s'approchait. L'image devint plus nette, et il cligna 2 fois des yeux pour s'assurer qu'il n'avait pas rêvé. Une femme en robe de mariée. Elle était pieds nus et boitait légèrement. L'ourlet de sa robe était déchiré et noirci par la saleté. Son voile pendait de travers sur une épaule, emmêlé dans ses cheveux, et son maquillage, ou ce qu'il en restait, semblait avoir coulé, comme s'il avait fondu sous l'effet des larmes, de la pluie ou des deux. Mais c'est son visage qui l'a figé sur place. Ce n'était pas le genre de beauté que l'on voit sur la couverture d'un magazine, pas lisse ni parfaite, juste brute, hantée, comme si elle venait de revenir d'un endroit dont la plupart des gens ne parlent jamais. Jack s'est garé sans réfléchir, son instinct prenant toujours le dessus sur son cerveau. Réparer d'abord, poser des questions ensuite. Il a baissé la vitre. « Hé, ça va ?» a-t-il dit. Elle s'est tournée lentement, les yeux écarquillés et vitreux, comme si elle n'avait pas entendu de voix depuis des heures, voire des jours. Elle n'a pas répondu, restant là, debout sur le gravier, les bras serrés autour d'elle comme pour se protéger du vent. Jack est sorti, les mains en l'air, comme s'il s'approchait d'un animal effrayé. « Je ne vais pas te faire de mal,
tu as besoin d'aide ou d'un moyen de transport. Elle l'a regardé comme si elle ne savait pas s'il était réel, puis ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais la seule chose qu'elle a dite, c'est « S'il te plaît, ne pose pas de questions ». Jack a hésité, puis il a hoché la tête une fois. « D'accord, monte ». Les pneus du camion ont crissé sur le gravier meuble lorsque Jack a fait demi-tour et est revenu vers elle. Elle n'avait pas bougé, se contentant de transférer son poids d'un pied à l'autre, les bras serrés autour d'elle. Sa robe de mariée était trempée par la rosée du matin qui collait à ses jambes comme si elle essayait de l'entraîner vers le bas. La voiture était couchée sur le côté à côté d'elle, élégante et d'apparence coûteuse, un pneu arrière aplati dans la boue. Jack sortit lentement, la porte grinçant derrière lui. « On dirait que tu as un pneu crevé », dit-il. Elle ne répondit pas tout de suite. Son regard passa du pneu à lui, puis revint sur le pneu. La méfiance persistait dans son expression, comme si elle hésitait entre s'enfuir ou rester sur place. « J'ai un cric dans le camion », dit Jack en faisant un signe de tête vers son pick-up. « Ça ne devrait pas prendre plus de 10 minutes. »« Je peux le faire », dit-elle rapidement, trop rapidement. Sa voix était rauque, comme si elle n'avait pas parlé depuis des heures. Elle se tourna vers la voiture comme si elle allait essayer de la réparer elle-même, mais elle ne pouvait pas bouger. Elle restait là, les mains serrées en poing, les épaules tremblant légèrement. Jack n'insista pas. Il s'approcha de sa voiture et s'accroupit à côté du pneu, l'examinant de ses mains expertes. « Un gros clou », marmonna-t-il. Il l'a transpercé de part en part. Elle finit par parler à nouveau, plus doucement cette fois. « Vous n'êtes vraiment pas obligé. » Il leva les yeux vers elle et vit la lutte dans son regard, mais aussi l'épuisement. « Je sais, mais je suis là et ça pas m'en soucie pas, » dit-il. Elle resta sur ses gardes, jetant des regards vers la route, comme si quelqu'un pouvait la poursuivre ou comme si elle espérait que quelqu'un le fasse. Jack se leva en brossant la saleté de ses genoux. « Écoute, dit-il, tu n'as pas à parler, tu n'as pas à t'expliquer, laisse-moi juste changer le pneu et tu pourras repartir. Ça te semble juste ?» Elle serra les mâchoires, puis finit par acquiescer d'un petit signe de tête. Jack ouvrit le coffre, attrapa la roue de secours et se mit au travail. Il la regarda plus, concentré sur sa tâche, rapide et silencieux, comme s'il l'avait fait 1000 fois auparavant. Mais il sentait son regard posé sur lui tout le temps, observant, attendant, comme si elle ne savait pas ce qui allait se passer ensuite. Lorsque Jack eut fini de serrer le dernier écrou, le brouillard matinal avait commencé à se dissiper, révélant l'étendue grisâtre de l'autoroute devant eux, le genre de route qui ne posait pas de questions et n'en donnait aucune non plus. Il se tenait debout, s'essuyant les mains sur un chiffon sorti de sa poche arrière, puis le jeta dans le coffre du camion. « Elle est prête à rouler », dit-il en faisant un signe de tête vers la voiture. La femme ne bougeait pas. Elle restait là comme si ses jambes étaient collées au sol, les bras serrés plus fort qu'avant. Il remarqua alors ses pieds nus, rouges et écorchés, les orteils légèrement recroquevillés contre le gravier, comme si elle essayait de ne pas grimacer à chaque changement de poids. Jack fronça les sourcils. « Vous n'avez pas de chaussures ?» demanda-t-il. Elle baissa les yeux comme si elle venait seulement de s'en rendre compte. « Je suis parti précipitamment. » Jack ne dit rien, se contentant de la regarder longuement, puis hocha la tête une fois, comme si cela avait un sens. Ce n'était pas le cas, mais il n'insista pas. « Vous voulez que je vous suive ?» proposa-t-il. « Juste jusqu'à ce que vous arriviez dans un endroit qui vous est plus familier. »« Je ne rentre pas chez moi, » dit-elle d'un ton sec. « D'accord, je ne retourne nulle part. » Il acquiesça à nouveau, les mains dans les poches de sa veste. « Tu as un nom ?» Elle hésita, plissant les yeux comme si la question l'avait blessée plus qu'elle n'aurait dû. « Peu importe. »« D'accord, » dit Jack. Il ne posa pas la question une deuxième fois. La façon dont elle se tenait, dont elle sursautait au moindre bruit lointain, lui en disait plus long qu'un nom ne l'aurait jamais fait. Elle fuyait, pas seulement un endroit, mais quelqu'un. Le silence s'étira entre eux comme un fil tendu, fragile. Finalement, elle s'avança vers la porte du conducteur, l'ouvrit et s'arrêta. « Merci », dit-elle sans le regarder. Jack regarda ses mains trembler alors qu'elle agrippait le volant. Il ne dit pas « de rien », ne dit rien, se contenta de lui faire un petit signe de tête et retourna à son camion, mais il ne repartit pas tout de suite. Il la regarda dans le rétroviseur un peu plus longtemps qu'il ne l'aurait voulu. La regarda rester assise là, immobile, comme si elle ne savait pas comment passer de la fuite à la survie. Il se dit qu'il ne la reverrait pas, mais il se trompait. Elle ne démarra pas. Jack resta assis dans son camion, le moteur ronronnant doucement, la regardant dans le rétroviseur. 5 minutes passèrent, puis 10, toujours aucun mouvement. Sa tête reposait contre le volant, comme le poids de l'affût la revers pas. Il se trompait. Elle ne démarra jamais la voiture.
Jack resta assis dans son camion, le moteur ronronnant doucement, la regardant dans le rétroviseur. 5 minutes passèrent, puis 10, toujours aucun mouvement. Sa tête reposait contre le volant, comme si le poids du monde s'était finalement écroulé sur elle et qu'elle n'avait plus la force de faire semblant. Il expira bruyamment, se frotta la mâchoire et coupa le contact. Lorsqu'il sortit et revint vers elle, elle ne levait pas la tête, restait assise là, dans sa robe autrefois blanche, tachée et froissée, les épaules voûtées comme une note froissée que personne ne voulait lire. « Tu n'as nulle part où aller, n'est-ce pas ?» demanda-t-il doucement. Après une pause, elle secoua à peine la tête. Il regarda autour de lui. Des kilomètres d'asphalte craquelaient dans les champs de maïs. La ville la plus proche était à 20 minutes de route, si on pouvait appeler ça une ville. Une station-service, un restaurant et une demi-douzaine de motels qui vus de nouveaux draps depuis des années. Mais ils avaient des serrures et de la chaleur. Et pour l'instant, c'était déjà quelque chose. « Il y a un endroit près de la route 3, dit Jack. Un petit motel. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est quelque chose. Je peux t'y conduire. » Elle hésita, puis tourna légèrement son visage vers lui, les yeux gonflés d'avoir pleuré, les lèvres pâles. Elle le regardait comme si elle s'attendait à un piège. « Pas de condition, dit-il. Tu n'as même pas besoin de me dire ton nom. » Elle acquiesça lentement. Le trajet se déroula dans le silence. Elle ne parla pas, bougeait pas. Jack jetait des coups d'œil à ses pieds nus repliés sous elle, comme si elle essayait de disparaître en elle-même. La radio restait éteinte, le silence semblait plus sûr. Ils se garèrent sur le parking du Oakview Motel, avec son enseigne aux néons clignotantes et son distributeur automatique cassé près de la porte du bureau. Jack entra devant elle, parla à la femme à l'air fatigué derrière le comptoir et fit glisser 22 $ sur le comptoir en stratifié écaillé. C'était presque tout ce qu'il avait dans son portefeuille. « Une nuit ?» dit-il. Il se retourna vers la femme, lui tendit la clé sans qu'elle ait besoin de la demander. Lorsqu'elle tendit la main pour la prendre, leurs mains se frôlèrent. Ses mains étaient froides. « Merci » murmura-t-elle. Jack hocha la tête et s'éloigna sans se retourner. Le poids de son portefeuille vide n'était rien comparé à la lourdeur qu'il ressentait dans sa poitrine. Le magasin était calme pour un lundi. Jack était penché sous le capot d'une vieille Civic, les mains couvertes de graisse, mais son esprit n'était pas concentré sur le moteur. Il ne cessait de revenir à la femme en robe de mariée assise dans cette voiture comme si elle sortit d'une tempête et n'avait pas encore tout à fait atterri. Il avait vu beaucoup de choses dans sa vie, des ivrognes, des fugueurs, des gens au cœur brisé, mais elle avait quelque chose de différent. Le silence qu'elle dégageait n'était pas seulement de la peur, c'était quelque chose de plus profond, comme si elle avait été réduite au silence pendant trop longtemps et ne savait plus comment émettre un son. Il se dit qu'il ne pas s'impliquer, pas au-delà du pneu, pas au-delà du motel, mais il était là, tournant une clé à douille comme si cela pouvait faire disparaître les questions de son esprit. Pourquoi pas de chaussures? Pourquoi pas de nom? Pourquoi ses yeux semblaient-ils avoir tout perdu et avoir encore quelque chose à fuir? La clochette au-dessus de la porte du magasin tinta, le ramenant à la réalité. Émilie se tenait dans l'embrasure de la porte, son sac à dos glissant d'une épaule, ses cheveux légèrement de travers sous son bonnet en tricot. Elle venait toujours ici après l'école, apportant toujours quelque chose qu'elle avait dessiné ou une nouvelle histoire qu'elle avait inventée. « Salut ma chérie », dit Jack en s'essuyant les mains sur un torchon. « Comment s'est passée l'école ?» Elle courut vers lui et enroula ses bras autour de sa taille. « On a parlé des grenouilles, dit-elle. Et je n'ai pas oublié mon déjeuner aujourd'hui, c'est une victoire, sourit Jack en ébouriffant ses cheveux. Elle sortit un dessin froissé de sa poche et le brandit fièrement. C'est toi, moi et la dame. Jack cligna des yeux en regardant le dessin. Elle l'avait dessiné dans ses vêtements de travail, Émilie lui tenant la main et la femme avec une grande robe et les pieds nus. Émilie pencha la tête. « C'est une fée ?» Jack cligna à nouveau des yeux. « Quoi, la dame que tu as aidée, celle avec la robe blanche? C'est une fée parce qu'elle avait l'air triste, mais aussi un peu magique. » Il s'agenouilla à côté d'elle et lui écarta les cheveux du visage. « Je ne sais pas ce qu'elle est, Émilie. » Elle sourit comme si elle savait déjà. Les fées n'ont pas besoin de nom. Elles apparaissent juste quand on a besoin d'elles. Jack regarda à nouveau le dessin, puis par la fenêtre du garage en direction du motel. Et pour la première fois depuis qu'il l'avait déposée, il ressentit quelque chose d'étrange qui le tiraillait. Peut-être qu'elle n'était pas une fée, mais peut-être avait-il encore besoin de la revoir. Jack se dit que c'était juste pour prendre de ses nouvelles, pour voir si elle allait bien. Il ne lui devait rien et elle ne lui avait certainement demandé quoi que ce soit. Mais après avoir déposé Émilie à l'école et laissé le magasin fermé 1 heure de plus que prévu,
il se retrouva à faire demi-tour sur la route 3 en direction du motel Oakview. L'enseigne au néon clignotait toujours de la même manière que la nuit précédente. Le parking était presque vide et le soleil matinal ne parvenait pas à réchauffer le bitume craquelé. Il se gara lentement, essayant de se convaincre que ce n'était étrange qu'il ne franchisse aucune limite. Chambre 6, il s'en souvenait clairement. Il sortit et gravit les marches, chacune plus lourde que la précédente. Il hésita avant de frapper. Peut-être serait-elle partie, peut-être était-ce mieux ainsi, mais quelque chose lui disait qu'elle ne serait pas là, quelque chose dans son regard lorsqu'elle avait pris la clé, comme si elle n'avait pas compris ce qui venait après avoir survécu. Il leva la main et frappa une fois, puis une autre. La porte s'ouvrit à moitié, la chaîne toujours enclenchée. Elle jeta un coup d'œil à travers l'interstice, les yeux fatigués. Ses cheveux étaient plus en bataille, tombant en boucles lâches sur ses épaules. La robe de mariée avait disparu, remplacée par un t-shirt trop grand, probablement provenant de la réserve d'urgence du motel. Elle semblait plus petite, comme si, sans le poids de la robe, elle ne savait pas qui elle était. « Tu es revenu, dit-elle doucement. Je voulais juste m'assurer que tu étais toujours en un seul morceau. » Elle ouvrit la porte juste assez pour décrocher la chaîne, puis l'ouvrit plus largement. Jack entra et fut frappé par l'odeur stérile du nettoyant bon marché et quelque chose de plus lourd, la solitude peut-être. Elle n'avait pas allumé la télévision, pas de musique, juste le silence. « Je ne savais pas où aller, » dit-elle en s'asseyant sur le bord du lit. « Et je n'ai pas mon téléphone ni d'argent. »« Tu as un plan ?» demanda Jack en s'appuyant contre la commode. Elle secoua la tête. « Pas encore. » Jack l'observa, remarquant la façon dont ses mains agrippaient l'ourlet de son t-shirt, comme s'il s'agissait du dernier fil qui la maintenait debout. « Eh bien, » dit-il après un long silence, « je suppose que tu vas commencer par ne pas tout comprendre aujourd'hui. » Elle leva les yeux vers lui, le regard vitreux, et lui demanda « Et après ?» Il haussa les épaules. « On verra. » Le restaurant en bas de la rue était ouvert, mais Jack passa devant sans y jeter un œil. Il ne savait pas trop pourquoi il avait dit ça. Les mots lui étaient simplement sortis avant qu'il ait eu le temps de les peser. « Tu as mangé ?» lui demanda-t-il, debout au milieu de cette chambre de motel sombre, les rideaux tirés et le silence trop épais. Elle secoua la tête en écartant ses cheveux de ses yeux. « Non, depuis qu'on pas fini. » Jack ne posa pas la question. « Allez, » dit-il en pointant son pouce vers la porte. « Je fais de super œufs brouillés et Emily est probablement déjà en train de mettre le bazar dans la cuisine. » Elle hésita, pas par peur cette fois, mais pour une autre raison, comme si elle ne savait pas si elle avait le droit d'accepter de la gentillesse sans rien donner en retour. Elle acquiesça silencieusement. La maison de Jack n'était pas grand. Une petite location avec de la peinture écaillée, un porche de devant tordu et une balançoire qui grinçait dans le vent. Mais c'était propre, habité, chaleureux. Emily était déjà assise à la table de la cuisine, les jambes ballottant sous la chaise, une feuille de travail avec des traces de marqueur devant elle, quand Jack entra avec la femme derrière lui. Les yeux d'Emily s'illuminèrent comme un matin de Noël. « Tu es revenu », dit-elle en sautant de sa chaise et en courant vers la femme sans même hésiter, lui prenant la main. « J'ai dessiné d'autres images, une… » La femme cligna des yeux, surprise par cette explosion d'énergie, mais elle sourit pour la première fois depuis ce qui semblait être une éternité. « Bien sûr », dit-elle doucement, la voix un peu cassée, comme si elle n'avait pas été utilisée pour dire quelque chose de joyeux depuis longtemps. Jack s'affairait devant la cuisinière, cassant des œufs dans un bol, écoutant Emily bavarder et les réponses discrètes de la femme. Elle ne parlait pas beaucoup, mais quand elle le faisait, c'était avec douceur et prudence, comme si elle réapprenait à côtoyer les gens. Emily apporta un dessin représentant un château dans les nuages. « C'est ta maison, dit-elle fièrement, parce que tu ressembles à une princesse des nuages. » La femme rit, puis rit vraiment, et Jack dut arrêter de battre les œufs un instant. Il les regarda depuis la cuisinière, la poitrine serrée. Il ne connaissait pas son histoire, ne savait pas ce qu'elle avait perdu ni ce qu'elle avait fui, mais en la voyant se pencher sur la table, en souriant, pendant qu'Emily expliquait son chef-d'œuvre au crayon, il savait une chose avec certitude. Elle avait sa place ici plus qu'elle ne le pensait. La maison était devenue silencieuse. Emily dormait, blottie sous sa couverture licorne, une main serrant le dessin de la princesse des nuages, comme s'il s'agissait d'un trésor. Jack se tenait dans la cuisine, rinçant les derniers plats, le bruit de l'eau doux et régulier. Cela avait été une journée étrange, normale à tous égards. Elle n'aurait pas être un étranger dans sa maison, des rires autour d'un plat d'œufs, des sourires qui venaient d'endroits encore meurtris. Il ne s'attendait pas à la revoir ce soir-là,
pensant qu'elle était déjà couchée ou peut-être retournée au motel. Il l'aurait pas lui reproché, mais quand il est sorti pour aller jeter les ordures, il l'a vue. Elle était assise sur les marches du porche, les bras autour des genoux, le visage incliné juste assez pour que le clair de lune fasse briller ses yeux, pas à cause des étoiles, mais à cause des larmes. Jack s'est arrêté, silencieux, le genre de silence où l'on sait qu'un mot mal placé pourrait briser quelque chose de délicat. Il a posé le sac poubelle et s'est approché lentement, s'asseyant à quelques mètres, pas trop près, juste assez pour lui faire comprendre qu'il l'avait vue. Elle parlait pas au début, elle regardait juste le jardin sombre, les yeux brillants, les joues humides. Il lui a pas demandé si elle allait bien, elle allait pas bien. Finalement, elle a parlé d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. J'ai pas pu le faire. Jack l'a regardée, sans la pousser, juste en attendant. Je suis restée là, a-t-elle continué, la voix tremblante, devant des centaines de personnes, avec la musique, les flashs des appareils photos, tout le monde qui souriait comme si c'était un conte de fées. Et je l'ai regardée, debout au bout de l'allée, et j'ai réalisé que je ne savais même plus qui j'étais. Elle s'essuya le visage avec sa manche, comme pour effacer ce moment. Je ne pouvais pas aller jusqu'au bout, non pas parce qu'il était cruel, il ne l'était pas, mais parce que je ne voulais pas de cette vie, de l'argent, des attentes, des accords secrets derrière des portes closes. Je ne pouvais pas respirer dans ce monde. Jack acquiesça lentement, laissant le silence s'étirer à nouveau, car parfois, le silence était la seule chose qui ne mentait pas. Fuir était la première vraie décision que je prise depuis des années, murmura-t-elle. Et bien que son visage fût strié de larmes, il y avait quelque chose dans sa voix qui ressemblait à la liberté, ou du moins à un début de liberté. Le café était vieux et brûlé, mais Jack versa quand même 2 tasses. Elle s'assit à la table de la cuisine, les jambes repliées sous elle, vêtue de la chemise en flanelle trop grande qu'il lui avait prêtée, les manches repoussées au-delà de ses poignets comme une enfant qui joue à se déguiser. La lumière du petit matin filtrait à travers les stores en fines rayures dorées qui traversaient la table délavée et son visage fatigué. Jack posa une tasse devant elle. Elle l'enveloppa de ses doigts, comme si elle avait plus besoin de chaleur que de caféine. Il prit la chaise en face d'elle, mais ne parlait pas. Il s'est dit que si elle devait parler, ça devait venir d'elle, pas de lui, en la poussant et en lui posant des questions. Il la regardait fixer le tourbillon sombre du café, la vapeur captant le soleil du matin comme des fantômes s'élevant de quelque chose d'inachevé. Finalement, sa voix a rompu le silence. Ça devait être parfait. Jack ne dit rien. Elle leva les yeux vers lui, les yeux rougis mais clairs à présent, sans larmes, juste une honnêteté brute. La robe, les fleurs, le lieu, tout était planifié à la seconde près. Des gens avaient pris l'avion depuis 4 pays différents. La presse était dehors. Ma mère n'arrêtait pas d'ajuster mon voile comme si cela pouvait calmer la panique dans ma poitrine. Elle fit une pause, prit une inspiration qui semblait douloureuse à retenir, et je restais là, derrière ses portes, à écouter la musique commencer. Et je réalisais que je ne voulais pas être la personne que j'étais sur le point de devenir. Pas pour lui, pas pour eux, pas pour un héritage fondé sur l'argent, les plaques nominatives et les couvertures de magazines. Jack s'est légèrement penché en arrière pour l'observer. Elle se défaisait avec précaution, comme quelqu'un qui avait répété comment s'effondrer sans faire de bruit. Je n'ai même pas pris mon téléphone ni mes chaussures. J'ai juste couru jusqu'à ce que je voie une route sans caméra, sans conducteur, sans personne pour m'appeler, comme si elle appartenait à quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Jack s'est éclairci la gorge, et quel nom aurait-il donné? Elle l'a regardé, son expression se durcissant pendant 1 seconde, puis elle a secoué la tête. « Je ne suis pas prête à te le donner », a-t-elle dit doucement. « Pas encore. » Jack a hoché lentement la tête. « Tu n'as pas besoin de le faire, dit-il. » Et il le pensait vraiment. Le garage sentait l'huile brûlée et le caoutchouc usé, une odeur familière et rassurante, même si le monde extérieur continuait de changer sans crier gare. Jack s'essuya les mains sur un chiffon qui avait depuis longtemps cessé d'être utile et regarda Rick griffonner des chiffres sur un bloc-notes, le visage crispé comme toujours lorsqu'il avait de mauvaises nouvelles à annoncer. « Écoute, Jack, » dit Rick sans le regarder dans les yeux, « tu es l'un des meilleurs que j'ai. Mais les temps sont durs, vraiment durs. Les entreprises réduisent les heures de travail partout et elles veulent des jeunes qui peuvent être formés à la vente. Tu sais comment ça se passe. » Jack déglutit. « Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour moi ?» Rick leva enfin les yeux, baissant la voix comme si sa compassion pouvait atténuer le choc. « Je te réduis à 3 jours par semaine, peut-être 4 si une opportunité se présente. 3 jours, c'était à peine suffisant pour payer le loyer,
sans parler de la nourriture, de l'essence et de la visite imprévue chez le médecin quand Emily avait attrapé ce rhume le mois dernier. Jack fixa le sol en béton pendant un long moment, la mâchoire serrée. Il voulait discuter, se battre, mais il savait que Rick n'avait rien d'autre à offrir. « D'accord », marmonna Jack. « Merci de m'avoir prévenu. » Rick acquiesça rapidement, se retournant déjà vers son bloc-notes comme si la culpabilité ne le passe attardé. La culpabilité ne resterait pas. Jack a enlevé sa combinaison en silence, la pliant avec soin même si elle était tachée de graisse. Il a conduit lentement jusqu'à la maison, une main sur le volant, l'autre serrée en un point sur son genou. Le soleil se couchait, projetant de longues ombres sur la route, et pour la première fois depuis des mois, il ne savait pas comment il allait tenir le coup. Lorsqu'il franchit la porte d'entrée, Emily déboula dans le couloir, les cheveux encore humides après son bain et son pyjama froissé parce qu'elle s'était habillée à la hâte. « Tu as réparé quelque chose de cool aujourd'hui ?» demanda-t-elle, les yeux brillants. Jack esquissa un sourire et posa ses clés. « Oh oui, un vrai travail de titan. Il fallait reconstruire tout le moteur. » Il ébouriffa ses cheveux et essaya de ne pas laisser transparaître la fissure dans sa voix. Emily ne remarqua rien. Elle enroula ses bras autour de sa taille et dit « Tu es le meilleur réparateur qui soit, papa. » Yes. Et c'est plus que tout cela qui l'empêcha de s'effondrer. Pas encore. L'odeur frappa Jack dès qu'il franchit la porte. De l'ail, quelque chose de sucré comme du miel ou de la cannelle. Et le grésillement indubitable de quelque chose qui cuisait dans une poêle qui n'avait pas vu beaucoup d'amour depuis le dernier anniversaire d'Emily. Il s'arrêta dans l'embrasure de la porte, confus pendant une seconde. Il n'avait rien laissé sur la cuisinière. Puis il entendit des rires, pas ceux d'Emily, bien que ceux-ci suivirent un instant plus tard, mais ceux de la femme. La fugitive en robe de mariée qui portait maintenant un vieux sweatshirt de Jack et semblait de plus en plus à sa place ici, malgré tout ce qui la caractérisait, et qui... Il entra dans la cuisine et trouva Emily debout sur un tabouret, remuant quelque chose dans une casserole avec une concentration exagérée, tandis que la femme se déplaçait derrière elle, pieds nus sur le carrelage, retournant quelque chose de doré dans une poêle, les cheveux attachés en un chignon désordonné et des pétales de fleurs saupoudrant le bord de sa joue. Emily se retourna, rayonnante. « Papa, nous préparons le petit déjeuner pour le dîner, dit-elle. C'est réconfortant. » Jack haussa un sourcil. « Ah bon ?» La femme jeta un coup d'œil par-dessus son épaule en souriant d'une manière qui semblait presque timide. « J'ai pensé que c'était le moins que je pouvais faire après avoir pris possession de ta cuisine et de ta chemise en flanelle. J'espère que ça ne te dérange pas. » Il essaya de ne rien laisser paraître, mais les voir ainsi, sa fille souriante à cet inconnu devant la cuisinière comme si elle ait toujours fait partie de la famille, le toucha à un endroit dont il ne se rendait pas compte qu'il était vide depuis longtemps. « C'est plus que d'accord, » dit-il d'une voix calme. Emily lui tendit une cuillère déjà collante. « Goûte le sirop. Elle l'a fait elle-même à partir de rien. » Jack prit la cuillère, goûta et hocha la tête. « C'est dangereusement bon. Elle est magique, » murmura Emily, assez fort pour qu'ils l'entendent tous les deux. « Je pense qu'elle est vraiment une princesse. » La femme se figea un instant, la spatule suspendue en l'air, puis elle rit doucement, à bout de souffle. « Eh bien, dit-elle en plaçant les pancakes terminés sur une assiette, si je suis une princesse terrible, je n'ai jamais fait de sirop de ma vie. » Emily pencha la tête, réfléchissant à cela. « Pas grave, les princesses peuvent apprendre des choses. » Jack regarda la femme poser l'assiette avec soin, ses mains ne tremblant qu'un peu. Peut-être que les princesses pouvaient apprendre, ou peut-être qu'elles étaient comme tout le monde, essayant simplement de recommencer à zéro dans un endroit qui leur semblait enfin réel. La clochette au-dessus de la porte de la station-service tinta comme d'habitude lorsque Jack entra. L'endroit sentait le café brûlé et l'huile de moteur, comme toujours. Il venait ici presque tous les matins pour faire le plein et boire une tasse de caféine bon marché avant d'aller travailler. Mais aujourd'hui, il avait besoin de pain, d'œufs et peut-être d'un paquet de chewing-gum, n'importe quoi pour que le trajet lui semble normal, n'importe quoi pour empêcher son esprit de revenir à la femme dans sa cuisine qui, d'une manière ou d'une autre, avait donné au pancake le goût des souvenirs Il attendait au comptoir pendant que le vendeur tapait les prix, quand une voix retentit derrière lui. « Hé, tu as vu ça ?» Jack se retourna légèrement. Deux types se tenaient près du présentoir à magazine rotatif. L'un d'eux tenait un tabloïd plié avec une couverture brillante, l'autre se pencha. « Je trouve qu'elle a l'air familière », dit le premier en pointant la page qui s'étale. « Exactement. La fille au voile s'est enfuie avant le mariage. Un scandale à $1 milliard ou quelque chose comme ça. » Jack eut un pincement au cœur.
Le deuxième homme plissa les yeux. T'es sûr? Ouais, regarde, les mêmes yeux, le même visage, juste plus en désordre en vrai. Elle est partout dans les journaux. Son fiancé est un type de la royauté européenne. L'article dit qu'elle a disparu quelques heures avant la cérémonie. La moitié du monde la recherche. Jack ne bougea pas, ne parla pas. Il fixa la photo que l'homme tenait, la version parfaite et brillante de la femme qui se tenait pieds nus au bord de la route et pleurait sous son porche quelques jours auparavant. Même visage, monde différent. « Tu penses qu'elle est toujours dans le coin ?» demanda le deuxième homme au premier. Il haussa les épaules. « Si elle est intelligente, elle est déjà loin. » Jack a payé en espèces, n'a rien dit et est sorti avec le sac de course serré trop fort dans sa main. La portière du camion s'est fermée plus fort que nécessaire. Il a agrippé le volant et est resté assis là pendant 1 minute entière avant de démarrer le moteur. Le ronronnement du moteur était le seul bruit dans la cabine, mais ses pensées étaient plus fortes que jamais. C'était donc vrai. Elle ne fuyait pas seulement un mariage, elle fuyait un empire, et maintenant, le monde commençait à la rattraper. Dehors, le ciel avait pris une teinte d'un bleu profond, le genre de bleu qui signalait que la journée touchait à sa fin. Jack se tenait près de l'évier, rinçant la vaisselle du dîner, l'odeur de l'ail et du beurre flottant encore dans l'air. Emily s'était déjà endormie sur le canapé, une main emmêlée dans l'ourlet du vieux sweat à capuche de son père, qui appartenait désormais plus à la femme qu'à lui. Elle se tenait près de la fenêtre, les bras croisés, fixant la rue tranquille, comme si celle-ci pouvait soudainement s'animer et la ramener d'où elle venait. Jack ne disait pas grand-chose. Il n'avait pas beaucoup parlé depuis la station-service, depuis le tabloïd, depuis que le nom Veil s'était incrusté dans son cerveau comme une étiquette d'avertissement. Finalement, elle se tourna vers lui. « Je dois te dire quelque chose. » Jack s'essuya les mains et acquiesça silencieusement. « Je suppose. » Elle marcha lentement jusqu'à la table de la cuisine et s'assit, jetant un coup d'œil rapide pour s'assurer qu'Emily dormait toujours. Ses doigts tirèrent sur un fil de sa manche, comme si démêler la vérité devait commencer par quelque chose de petit. « Je ne m'appelle pas Ella. C'est ce que j'ai dit au réceptionniste du motel et à toi parce que je ne savais pas quoi dire d'autre. » Savait pas quoi dire d'autre. Jack s'est appuyé contre le comptoir, les bras croisés, attendant. « Je suis Harper Veil, a-t-elle dit, comme dans Veil, la fille de Richard Veil, fondateur de Veil Holdings, une société immobilière d'1 milliard de dollars, propriétaire d'îles privées, présente à tous les dîners de fête. » Sa voix ne s'est pas élevée, elle est même devenue plus calme, comme si prononcer ce nom à voix haute était quelque chose de dangereux ou de honteux. « J'étais censée épouser Julian Croswell, a-t-elle continué. Il est exactement comme vous l'imaginez, raffiné, puissant et complètement creux. Le mariage ne question d'amour, c'était une fusion d'entreprises déguisées en rose et en dentelle ivoire. Jack ne bougea pas, il se contenta de la fixer, le visage impénétrable. Elle déglutit bruyamment, les yeux brillants. Je ne savais pas ce qu'était la liberté avant de courir pieds nus sur l'autoroute. Je ne savais pas qui j'étais avant de ne plus avoir personne pour me dire qui être. Jack expira lentement. Alors, non. Alors pourquoi me le dire maintenant? Elle le regarda, la voix à peine audible. Parce que je ne voulais plus te mentir. Et pour la première fois, il vit le poids d'un nom de famille qui n'était pas porté comme une couronne, mais comme une chaîne. L'air dans la cuisine changea, comme si toute la chaleur du dîner s'était échappée par les fissures du parquet. Jack resta immobile, le dos droit, les bras croisés sur la poitrine, mais sa mâchoire était suffisamment serrée pour le trahir. Harper attendit. Elle avait dit les mots, son vrai nom, la vie qu'elle voulait fuir, mais maintenant, il n'y avait plus que le silence, lourd et tranchant. « Tu m'as menti », dit finalement Jack d'une voix basse, mais tranchante comme une lame émoussée à force d'être utilisée, pas forte, pas en colère, mais quelque chose de plus froid, de plus calme, de plus dangereux. « Je n'ai pas menti », répondit-elle en se levant lentement. « Je ne t'ai simplement pas tout dit, c'est la même chose. » Harper grimaça, mais ne détourna pas le regard. « Je ne savais pas si je pouvais te faire confiance. Je ne savais même pas si je pouvais me faire confiance. » Jack s'éloigna du comptoir en secouant la tête. « As-tu la moindre idée de ce que j'ai ressenti en te voyant chez moi avec ma fille, en me laissant croire que tu n'étais qu'une personne qui essayait de trouver sa voie dans la vie? C'était le cas, dit-elle d'une voix brisée. « Je ne suis pas Jack, rétorqua-t-il plus fort. Tu es Harper Veil, une starlette de tabloïd. Des gens parcourent le pays à ta recherche, tandis que je te nourris de pancakes comme si tu étais un chat errant qui s'était réfugié ici pour se protéger du froid.
Ce n'est pas juste, n'est-ce pas? Jack rit brièvement, sans humour. Je me tue à la tâche pour que ma fille ait chaud et pour payer l'électricité. Et toi, tu débarques dans ma vie comme dans un conte de fées, et tu fais comme si tout ça n'avait aucune importance. Je n'ai jamais voulu te faire de mal, murmura Harper. Jack se retourna et passa une main sur son visage. Mais tu l'as fait, dit-il en regardant le canapé où Emily dormait paisiblement, inconsciente de tout. Tu devrais partir, dit-il sans la regarder. Retourne au motel ou là où les gens comme toi disparaissent. Harper cligna des yeux comme si elle ne s'y attendait pas, même si elle aurait dû. Elle ne pleura pas pleurer, pas cette fois. Elle a juste attrapé son manteau, ses chaussures encore intactes près de la porte, puis, sans un mot, elle est sortie et a fermé la porte derrière elle. Le silence qui a suivi semblait plus froid que tout ce que l'hiver pouvait apporter. Le matin est arrivé, gris et morne, une fine couche de givre recouvrant les vitres. Jack était assis à la table de la cuisine, fixant son café comme s'il contenait des réponses qu'il ne pouvait nommer. Le silence dans la maison était différent maintenant. Ce n'était plus le calme habituel avant le début de la journée, il était vide, comme si quelqu'un avait emporté une partie de la maison avec lui en partant. Emily entra dans la cuisine en chaussettes, se frottant les yeux pour chasser le sommeil, les cheveux en bataille comme un pissenlit sauvage. Elle ne dit rien au début, se contenta de grimper sur la chaise en face de lui et regarda la place vide à table où est mademoiselle princesse, demanda-t-elle en balançant ses jambes sous la chaise. Jack hésita, serrant sa tasse dans sa main. Il ne voulait pas mentir, mais il n'avait pas non plus les mots pour dire la vérité, pas celle qu'un enfant devrait entendre. « Elle est partie », dit-il doucement. Elle avait des choses à régler. Emily resta silencieuse un instant, mordillant sa lèvre inférieure, puis elle fronça les sourcils. Elle avait l'air triste quand elle est partie, comme si elle était triste à l'intérieur, pas comme quand je me suis écorché le genou. Jack déglutit péniblement. « Oui, je pense qu'elle l'était. » Emily pencha la tête, les yeux remplis de questions trop grandes pour quelqu'un de son âge. Avait-elle brisé son cœur? Il la regarda, surpris par la simplicité. Non, elle n'avait pas eu le cœur brisé. Personne ne lui avait fait de mal. Elle s'était fait du mal à elle-même. « Je ne sais pas, » dit-il d'une voix plus rude qu'il ne l'aurait voulu. « Peut-être. C'est pas, » dit-il d'une voix plus rude qu'il ne l'aurait voulu. « Peut-être. » Emily prit un crayon sur la table et commença à dessiner au dos d'une vieille enveloppe, le front plissé dans une concentration silencieuse. Au bout d'un moment, elle lui fit glisser le dessin. C'était un cœur fendu au milieu, mais recousu avec des étoiles. « Je pense que les cœurs peuvent être réparés, » dit-elle sans lever les yeux, même s'ils se brisent un peu. Jack regarda le dessin pendant un long moment, et, pour la première fois ce matin, il se demanda si sa fille ne comprenait pas mieux que lui. Il était un peu plus de midi lorsque Jack entendit frapper à la porte. Il se figea dans le couloir, le panier à linge à la main qu'il avait l'intention de déposer dans la chambre. La matinée avait été calme, trop calme, le genre de calme qui pousse un homme à trop réfléchir à ce qu'il a dit et à ce qu'il n'a pas dit, à toutes les choses qu'il aurait souhaité faire différemment. Un autre coup, plus doux cette fois, comme si la personne qui se tenait de l'autre côté n'était pas sûre d'être la bienvenue. Il ouvrit lentement la porte. Elle était là, Harper, la même femme, mais différente, ne se cachant plus derrière des vêtements empruntés, et le silence. Elle portait un jean et un pull foncé, les cheveux tirés en arrière, les yeux grands ouverts mais fixes. Elle ne ressemblait pas à une star ou à une vedette, mais à quelqu'un qui n'avait pas dormi, qui avait trop réfléchi pendant trop longtemps et qui n'était toujours pas sûr avait pris la bonne décision. Jack ne dit rien, se contentant de s'appuyer contre le cadre de la porte, la mâchoire serrée. Harper prit une inspiration. « Je suis retournée en ville, dans mon appartement, dit-elle. Je pensais pouvoir peut-être défaire ce que j'avais fait. » Il ne répondit pas. Elle continua. « Mais c'était comme entrer dans la vie de quelqu'un d'autre. Je suis restée dans le hall pendant 10 minutes, incapable de respirer. Respirer. Tout était parfait, intact. J'avais 37 messages vocaux sur mon téléphone. Ma mère avait envoyé un chauffeur, mon père un avocat, et Julien avait envoyé des fleurs. Son rire était amer, des roses blanches courtes. Il ne m'avait pas demandé une seule fois si j'allais bien. » Jack croisa les bras, mais son silence était plus doux maintenant. J'attendais. Je me tenais devant le miroir de mon ancienne chambre et j'essayais de la revoir, la femme que j'étais censée être, mais elle était partie. La voix de Harper s'est légèrement brisée et la seule chose que je voulais, la seule chose qui me manquait, était là. Il la regardait, puis a plissé les yeux, prudent. « Je ne veux pas du manoir », a-t-elle dit en s'approchant. « Je ne veux pas de l'argent, ni des gros titres, ni d'un nom qui me fait entrer dans des pièces remplies d'étrangers. »
Elle posa légèrement sa main sur le cadre de la porte. « Je veux ça. Des pancakes, des crayons de couleur sur la table de la cuisine, du café froid et une seconde chance. » Jack scruta son visage, chaque partie de son être lui criant de ne pas faire confiance trop facilement. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose de réel, et cela suffit pour qu'il recule et la laisse entrer. Jack referma lentement la porte derrière elle, le bruit sourd résonnant dans la maison comme quelque chose de définitif, de fragile retournant enfin à sa place. Harper se tenait au milieu du salon, regardant autour d'elle, comme si tout avait changé pendant les 24 heures où elle avait été absente. Ce n'était pas le cas. Le carrelage fissuré près de la cuisine était le même, le canapé avec le ressort qui grinçait quand on s'asseyait trop vite était le même, mais quelque chose avait changé. Le poids entre eux avait changé. Emily jeta un coup d'œil depuis le couloir, se frottant les yeux pour chasser le sommeil. Quand elle vit Harper, son visage s'illumina comme le soleil du matin. Elle ne posa pas de questions, elle courut simplement vers elle et l'enlaça par la taille. « Tu es revenu ?» dit-elle. « Je savais que tu reviendrais. » Harper s'accroupit, pas posé de questions. Elle avait simplement couru vers elle et l'avait enlacée. « Tu es revenu ?» avait-elle dit. « Je savais que tu reviendrais. » Harper s'était penchée et l'avait serré fort dans ses bras, la voix étranglée par l'émotion. « Tu m'as manqué. » Jack se tenait à quelques mètres, les bras croisés, les regardant. Il avait laissé le moment durer un peu plus longtemps qu'il n'aurait peut-être dû, laissant la chaleur revenir avant de finalement prendre la parole. « Tu peux rester », avait-il dit d'une voix ferme mais pas dure. Harper avait levé les yeux vers lui, cherchant son regard. « Mais il n'y avait une condition », ajouta-t-il. Elle se redressa lentement, écartant ses cheveux de son visage. « Surtout, plus de mensonges, » dit-il. « Pas sur ton nom, pas sur l'endroit où tu. Si tu restes ici, tu fais partie de tout ça. Pas de cache-cache, pas de fuite, juste ici avec nous tous. » Harper acquiesça, la gorge serrée. « Je te le jure. » Jack soutint son regard un instant de plus, puis finit par s'avancer et attrapa le sac de course qu'elle avait apporté. Elle sourit timidement. « J'ai apporté du vrai sirop cette fois. » Jack eut un petit rire presque réticent. « On verra s'il est meilleur que le tien. » Harper jeta un nouveau coup d'œil autour d'elle et se laissa respirer. Il n'y avait pas de lustre, pas de sol en marbre, pas de personnel attendant dans les coulisses, juste des meubles usés, un réfrigérateur qui ronronnait et une fille qui croyait aux princesses et aux crêpes. Mais pour la première fois de sa vie, elle avait l'impression que c'était suffisant. Plus que suffisant, elle se sentait chez elle. Les jours se confondaient, s'enchaînant les uns aux autres comme les pages d'un livre qu'aucun d'eux n'osait finir trop tôt. Harper s'installa dans le rythme de la maison comme si elle les avait toujours connus. Le café le matin, les histoires avec Emily le soir, les mains fleuries grâce à la recette de biscuits de Jack qui n'était pas vraiment une recette. Elle riait plus maintenant, d'un rire plus doux, plus plein, mais seulement quand elle pensait que personne ne la regardait. Jack la regardait toujours, non pas d'une manière qui la faisait se sentir scrutée, mais comme s'il essayait de mémoriser la forme de quelque chose qu'il pouvait croire qu'il resterait. Ils se déplaçaient prudemment l'un autour de l'autre, comme deux personnes debout sur de la glace fine, craignant que si elles se rapprochaient trop, celle-ci ne se brise sous leurs pieds. Un soir, après qu'Emily se soit endormie dans le fauteuil, un livre ouvert sur la poitrine, Jack apporta une vieille couverture et la posa sur elle. Harper se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, les yeux posés doucement sur la petite fille. Sa voix était basse. Elle rêve de tout son cœur. « Na, ça. » Jack la regarda. Elle tient ça de sa mère. C'était la première fois qu'il parlait de la mère d'Emily maman à voix haute. Harper se tourna vers lui, quelque chose changea dans son regard. Elle lui demanda si elle lui manquait. Jack prit une longue et profonde inspiration. « Ce qui me manque, c'est ce que je croyais que nous avions. L'idée même de cela me manque. Mais cette version de l'amour est partie depuis longtemps. » Elle acquiesça. Sa voix n'était qu'un murmure. « Je n'ai même jamais eu cela. » Ils restèrent là, dans le silence doux de la maison, où seul le ronronnement du réfrigérateur et le tic-tac de l'horloge remplissaient de l'espace entre eux. Harper s'approcha, pas trop près, juste assez pour que sa main effleure la sienne, alors qu'ils tendaient tous deux la main pour redresser la couverture. Jack ne bougea pas. Elle leva les yeux vers lui, ses yeux posant des questions qu'elle n'était pas prête à formuler à voix haute. Leurs visages étaient proches, plus proches qu'auparavant. Son souffle se coupa, ses lèvres s'entr'ouvrant légèrement. Jack se pencha, attiré par quelque chose d'inexprimé, quelque chose de réel. Puis il s'arrêta, recula, pas brusquement, juste assez. Harper cligna des yeux, son expression indéchiffrable. La voix de Jack était basse. « Pas comme ça.
Pas avant que je sache que ce n'est pas juste parce que je le seul à être resté. Elle baissa les yeux et acquiesça d'un signe de tête. Aucun d'eux ne dit rien d'autre, mais tout avait changé. L'enveloppe était épaisse, de couleur crème, et lourde dans les mains de Harper. Elle semblait déplacée sur la table de cuisine usée de Jack, comme si quelqu'un avait laissé tomber un rideau de soie sur une clôture rouillée, en espérant que personne ne remarquerait la différence. Elle la posa devant lui avec douceur, comme si elle pouvait se briser si elle ne faisait pas faire attention. « Qu'est-ce que c'est » demanda Jack en la regardant avec plus de suspicion que de curiosité. « Agala » dit Harper, « la fondation de ma famille. C'est le week-end prochain, c'est formel mais pas exagéré. » Elle hésita, devinant déjà la réponse. « J'aimerais que vous veniez, toi et Emily, en tant qu'invités. » Jack fixa l'enveloppe sans la toucher. Le silence entre eux s'éternisa plus que nécessaire. Elle essaya de sourire. « Tu pas besoin de porter un smoking, mais peut-être pas la chemise en flanelle tachée de graisse. » Sa mâchoire se crispa lentement. « Pourquoi ? Parce que je veux que tu sois là, » dit Harper d'une voix douce. « Je veux qu'ils voient les personnes qui comptent pour moi, pas seulement les noms, les contrats et les sourires artificiels. Toi et Emily, vous êtes réels. » Jack finit par prendre l'enveloppe, l'ouvrit et parcourut l'invitation. Des lettres dorées, un logo en relief, une liste d'honneurs qui ressemblait plus à un portefeuille d'actions qu'à une liste d'invités. Il la reposa. « Ce n'est pas mon monde, » dit-il. Harper cligna des yeux. « Jack, je ne te demande pas de devenir quelqu'un que tu n'es pas. Je te demande juste d'être à mes côtés. » Il secoua la tête. « Tu n'as pas besoin de moi là-bas. Tu as survécu à ce monde plus longtemps que je n'aurais pu le faire. Je change des plaquettes de frein, je répare des pneus. Je ne sirote pas de champagne avec des gens qui pensent que le courage est un gadget marketing. Tu penses que je veux ce monde ? Demanda-t-elle d'une voix tremblante. Je m'en suis éloigné pour une raison. Alors pourquoi y retournes-tu ? Rétorqua Jack, non pas durement, mais avec lassitude. Parce que si tu y vas, ils attendent tous l'ancien Harper, celui que tu as fui. Et si je reste à tes côtés, je ne serai qu'un autre rappel que tu n'as plus ta place parmi eux. Harper déglutit péniblement. Je pensais pouvoir combler le fossé. Jack détourna le regard. Certains fossés ne sont pas destinés à être comblés, dit-il doucement. Sur ce, l'enveloppe resta fermée sur la table, intacte, sans que personne ne la réclame. On frappa à la porte juste après le coucher du soleil, d'un coup sec et délibéré. Jack était dans le garage, les coudes enfoncés dans un vieux carburateur, lorsque Harper apparut dans l'embrasure de la porte, le visage pâle, les yeux écarquillés comme il ne les avait pas vus depuis la première nuit où ils s'étaient rencontrés. « Y a-t-il quelqu'un ici ?» dit-elle dans un murmure à peine audible. Jack s'essuya les mains sur un chiffon, déjà en mouvement lorsqu'il monta sur le porche. L'homme attendait au bord de l'allée, vêtu d'un manteau sur mesure et de chaussures en cuir trop propres pour cette ville. Sa posture était décontractée, mais il y avait quelque chose dans la façon dont il tenait son menton, comme s'il s'attendait à ce que le monde s'incline devant lui. Julian Harper dit derrière Jack, la voix tendue. Julian Croswell se retourna et sourit, le genre de sourire que l'on voit dans les salles de réunion juste avant que quelqu'un ne signe sa vie. « Chérie, dit-il comme s'il se trouvait à un cocktail. Vous avez été difficile à trouver. » Jack s'avança, l'instinct lui faisant raidir les épaules. « Elle n'ira nulle part avec vous. » Julien ne lui jeta même pas un regard. « Et vous devez être le mécanicien. » Jack ne broncha pas. « C'est exact. » Julien se retourna vers Harper, la voix douce. « Votre père est furieux. Votre mère est gênée. Tu as humilié toute ta famille. Et pourquoi ?» dit-il en faisant un geste autour de lui, les yeux balayant le porche, la peinture écaillée, la cour qu'Emily avait à moitié décorée à la craie. « Je ne retournerai pas là-bas, » dit Harper fermement. « Tu peux leur dire, » répondit Julien sans perdre son sourire. « Je pourrais, mais je ne pense pas qu'ils le prendraient bien. » Il s'approcha d'un pas, juste un peu. « Tu as eu ta petite rébellion, Harper, ta fuite, ça s'arrête maintenant, rentre tranquillement à la maison, nous dirons à la presse que tu étais malade, dépassé, nous allons manipuler l'information, et si je ne le fais pas, demanda-t-elle d'une voix tremblante. Le regard de Julian se posa sur Jack puis revint sur elle. Alors ton ami ici présent deviendra un problème, et nous savons tous les deux ce qui arrive au problème. Jack fit un pas en avant, les poings serrés. Julian sourit narquoisement. Attention Jack, tu es déjà une note de bas de page, ne te transforme pas en exemple à ne pas suivre. La main de Harper trouva celle de Jax. N'aie plus peur de toi, dit-elle. Julian pencha la tête. Alors tu es plus naïf que je ne le pensais. Il se retourna et retourna à sa voiture, ses pas trop calmes pour la tempête qu'il venait de laisser derrière lui. Jack ne parla pas, Harper non plus, mais ils savaient tous les deux que ce n'est pas fini, loin de là. Jack ne dormit pas cette nuit-là.
Il resta assis à la table de la cuisine longtemps après que les lumières se furent éteintes, qu'Emily fut couchée et que Harper eut cessé de faire les 100 pas dans le couloir. Ses jointures étaient encore crispées à force d'avoir serré les poings plus tôt. Le souvenir de la voix de Julien, qui tournait en boucle dans sa tête, lui donnait la chair de poule. Jack connaissait les hommes comme lui, ceux qui utilisaient les menaces comme monnaie d'échange, ceux qui ne criaient pas parce qu'ils n'avaient pas besoin de le faire. Ils avaient des gens pour ça, des avocats, des hommes de main, des contrats déguisés en ultimatum. Les hommes comme Julien ne levaient pas la main. Ils tiraient les ficelles et laissaient le monde se plier à leur volonté. Harper avait fui tout cela pour se réfugier dans sa vie, dans celle d'Emily. Le danger les avait rattrapés au petit matin. Jack était déjà dehors, vérifiant les serrures des portes, renforçant la remise, tout passant en revue 2 fois. Harper sortit, enveloppé dans une des couvertures d'Emily, les cheveux emmêlés par le sommeil, les yeux rougis. Pas vraiment ouverts les yeux, les paupières rougies. « Tu crois qu'il était sérieux ?» demanda-t-elle. Jack la regarda longuement. « Je sais qu'il était sérieux. Je devrais partir, » murmura-t-elle. « Si je pars, il arrêtera. Il ne te fera pas de mal, ni à Emily, si je pars. » Jack secoua la tête. « Si tu pars, tu lui donnes ce qu'il veut. Et la prochaine fois, ce ne sera pas juste une visite, ce sera pire. » Sa lèvre trembla. « Mais je ne peux pas te laisser prendre la responsabilité à ma place. Tu n'es pas un fardeau, » dit-il. « Tu n'as pas demandé ça, mais tu es venu ici et ça veut dire quelque chose. Emily t'aime. » Il marqua une pause, les mots presque sur le point de sortir, puis il les refoula. « Tu fais partie de ça maintenant. Je ne le laisserai pas te faire peur. » Elle s'avança, la voix basse. « Qu'est-ce qu'on fait ?» Jack fouilla dans le tiroir près de l'évier et en sortit la seule chose en laquelle il avait confiance. More Than Words, un vieux téléphone à clapet prépayé. « Prends Emily et va chez ma sœur à Ridgeview. Elle saura quoi faire. » Les yeux de Harper s'écarquillèrent. « Et toi, je m'occuperai de Julien, tu ne peux pas l'affronter seul. » Jack la regarda droit dans les yeux. « Je n'ai pas besoin de le battre, je dois juste lui montrer que je n'ai pas peur de me battre. » Et pour la première fois depuis longtemps, Harper ne discuta pas. Elle acquiesça simplement et commença à faire ses valises. La maison semblait plus froide sans elle, ce n'est pas à cause du temps. Le printemps avait enfin commencé à chasser l'hiver. Les fenêtres étaient entr'ouvertes, laissant entrer l'air frais et l'odeur de la terre humide. Mais la chaleur avait disparu, tout comme le bourdonnement de leur petite routine, les rires discrets du matin, l'assiette supplémentaire au dîner. Harper avait emporté tout cela avec elle lorsqu'elle était partie. Jack se déplaçait dans la maison comme un homme sous l'eau. Il réparait ce qui devait l'être, emmenait Emily à l'école, préparait du café qu'il buvait à peine, et, le soir, lorsque le silence s'installait, il s'asseyait près de la porte plus longtemps qu'il, espérant un coup à la porte qui ne venait jamais. Emily l'avait remarqué, bien sûr. Elle était petite, mais pas aveugle. Un après-midi, elle était entrée dans le garage, pendant qu'il travaillait sous le capot d'une vieille Chevrolet. Elle était montée sur le tabouret qu'elle utilisait pour l'aider et l'avait observé pendant un moment sans dire un mot, puis avait demandé doucement « Elle est encore partie ?» Jack n'avait pas levé les yeux, il avait serré un boulon qui besoin d'être serré. « Oui, ma chérie, elle est partie. » Emily resta silencieuse pendant un long moment. A-t-elle cessé de nous aimer? La clé tomba des mains de Jack et heurta le sol dans un bruit métallique. Il ferma les yeux, la gorge serrée. « Non, dit-il. Non, M, elle ne nous aime toujours. Alors pourquoi est-elle partie ?» Il s'agenouilla devant elle, s'essuya les mains sur un chiffon, puis écarta doucement une mèche de cheveux de son visage. « Parce que certaines personnes s'enfuient quand elles ont peur, » dit-il. « Même quand elles aiment, surtout dans ce cas. » Les lèvres d'Emily Lèvres tremblaient, mais je ne suis pas effrayante. Jack la prit dans ses bras et la serra contre lui. « Non, ma chérie, tu n'es pas effrayante. Tu es la personne la plus courageuse que je connaisse. » Elle enfouit son visage dans son épaule, ses petites mains agrippant le dos de sa chemise. Jack fixa la porte derrière elle, là où Harper se tenait autrefois, pieds nus et incertaine, et se demanda si elle cherchait une autre route pour disparaître ou si elle se battait pour revenir. Il ne savait pas, mais il serra sa fille plus fort dans ses bras cette nuit-là et se promit une chose, tout irait bien, même si Harper ne revenait jamais. Harper se tenait devant le bâtiment voilé, le nom gravé dans la pierre froide au-dessus de l'arche, au-dessus des portes, tel un monument à tout ce qu'elle était censée devenir, fille, épouse, partenaire au pouvoir. Elle n'avait pas mis les pieds à l'intérieur depuis le matin du mariage, depuis qu'elle avait arraché ses chaussures, pris la sortie latérale et disparu. Maintenant, elle était de retour, mais pas pour eux. Elle traversa le hall, les épaules droites, ignorant les regards perçants des agents de sécurité,
et le halètement surpris de la réceptionniste. La nouvelle s'était répandue, sa photo avait circulé, avait fait l'objet de spéculations, avait été disséquée comme une sorte de mythe, mais elle n'était plus là pour être un mystère. Le trajet en ascenseur lui sembla trop long, son reflet dans les parois métalliques polies ne ressemblait pas à Harper Vale, elle avait l'air humaine, réelle, et ça lui plaisait. Quand les portes se sont ouvertes à l'étage de la direction, l'assistante de son père s'est levée si vite qu'elle a failli renverser sa chaise. « Mademoiselle Vale, dites-lui que je suis là », a dit Harper. La porte du bureau de Richard Vale s'est ouverte avant que l'assistante ait pu réagir. Son père est sorti, le téléphone à la main, l'incrédulité dans les yeux. « Harper, je ne reste pas », a-t-elle dit avant qu'il puisse parler à nouveau. « Je vais là pour mettre fin à tout ça. » Il cligna des yeux. Mettre fin à quoi? À cette vie? À ce nom? Au fonds fiduciaire? Au siège au conseil d'administration? Je veux tout transférer. J'en ai fini. On ne quitte pas cette famille comme ça. Je l'ai déjà fait. Il essaya de s'approcher, mais elle ne bougea pas. « Ce n'est question de fierté, dit-elle. C'est une question de liberté. » Richard serra la mâchoire. « Et tu penses que la liberté se trouve dans un garage mécanique? » « Non, dit-elle. Je pense que la liberté commence par s'éloigner de ce qui ne m'a jamais permis d'être moi-même. » Il la fixa longuement, puis acquiesça. Mais ce n'était pas de l'approbation, c'était de la résignation. « Je vais faire préparer les papiers, dit-il. « Je l'ai déjà fait, » répondit Harper en fouillant dans son sac et en faisant glisser les documents sur la table. Lorsqu'elle sortit du bâtiment, le vent lui sembla différent, plus léger, plus vif, comme s'il accueillait quelqu'un qui avait enfin choisi son propre nom, sa propre voie, selon ses propres conditions. Les portes s'ouvrirent lentement, à contre-cœur, comme si même le fer ne voulait pas la laisser partir. Harper sortit de la limousine noire, l'un des rares vestiges de son ancienne vie qu'elle avait autorisé pour ce dernier voyage. Le gravier crissait sous ses talons tandis qu'elle remontait la longue allée, passant devant des haies taillées et des fontaines sculptées pour impressionner personne en particulier. Le manoir était exactement comme dans ses souvenirs, impeccable, stérile, vide. Elle ne s'y était jamais sentie chez elle. À l'intérieur, le personnel la salua d'un signe de tête raide, le regard mêlé de confusion et de sympathie. La voyait comme un fantôme depuis des années maintenant. Elle était chair et ose et détermination. Sa mère l'attendait dans le salon, les doigts enroulés autour d'une tasse de thé qui n'avait pas bougé depuis le départ de Harper. Elle ne se leva pas, ne demanda pas comment Harper allait. « J'ai entendu dire que tu avais rempli les papiers, » dit-elle d'une voix sèche. « Oui, tu abandonnes tout ce que je laisse tomber, » répondit Harper. « Il y a une différence. » Sa mère regarda par la fenêtre, les lèvres pincées. « Tu étais censé perpétuer le nom, construire sur ce que nous avons commencé. Je n'ai jamais demandé à en faire partie, » dit Harper, « et j'en ai assez de faire semblant d'y croire. » À l'étage, les murs de son ancienne chambre portaient encore le parfum léger du parfum et du désusage. Elle ouvrit le placard et regarda les robes de créateurs alignées comme des pièces de musée. Sur la coiffeuse, une photo encadrée de son mariage était toujours là, intacte. Elle la retourna. Quelques heures plus tard, les avocats arrivèrent. Les signatures furent échangées, les parts transférées, les fiducies dissoutes. Harper Vale, le symbole, l'avenir du voile Legacy, était légalement et entièrement séparé de l'Empire. Le manoir ne lui appartenait plus, mais après tout, il ne lui avait jamais vraiment appartenu. Elle quitta le domaine avec pour seul bagage un petit sac de voyage et le poids de la finalité qui lui serrait la poitrine. La voiture quitta le portail et elle ne regarda pas en arrière. Elle n'en avait pas besoin, car ce qui l'attendait au bout de cette longue autoroute n'était pas un empire, mais quelque chose de réel, quelque chose qu'elle avait choisi, quelque chose qu'elle avait gagné sans permission, un foyer. Jack était assis sous le porche, une bière à la main, essayant d'ignorer le chaos de ses pensées. Le vent s'était levé, faisant bruisser les arbres, et les bruits lointains de la ville semblaient être un lointain souvenir. La maison était calme, trop calme, et cela lui convenait pas. Il n'avait pas eu de nouvelles de Harper depuis la nuit où elle était partie, depuis que tout avait dérapé. Il s'était dit qu'il allait pas attendre, qu'il serait pas un de ces types qui s'accrochent à quelque chose qui n'était pas à lui, et pourtant, chaque fois qu'il traversait la maison, le silence le frappait comme un poids. Les pneus crissaient sur le gravier avant même que la voiture n'apparaisse. Au début, Jack crut que c'était quelqu'un d'autre, un autre voisin peut-être, ou un camion de livraison, mais lorsque la voiture noire élégante s'engagea dans l'allée, il la vit. Harper. Elle se tenait à l'extérieur de la voiture avant même qu'elle ne s'arrête, la main sur la portière, comme si elle s'apprêtait à sortir mais hésitait. Ses cheveux étaient tirés en arrière, quelques mèches tombant librement sur son visage.
mèche tombant sur son visage, comme dans ses souvenirs. Elle avait l'air différente, peut-être plus dure, mais c'était bien elle. Jack se leva, le cœur battant à tout rompre, mais il ne bougea pas vers elle. Il ne pouvait pas encore. Elle fit un pas en avant, puis un autre. « Jack !» dit-elle d'une voix basse et incertaine. Il ne dit rien, se contentant de la regarder, attendant une explication. Il n'était pas sûr de compris. Harper s'arrêta à quelques mètres de lui, le poids de tout ce qui les séparait pesant lourdement dans l'air. Elle ne demandait pas pardon, elle ne demandait rien, elle était juste là. « Si tu veux bien de moi, » dit-elle en le regardant dans les yeux, « je veux rester. » Ces mots le frappèrent plus fort qu'il ne l'avait prévu. Il avait voulu qu'elle revienne d'une manière qu'il ne s'était pas autorisé à admettre, mais cela, c'était autre chose. Elle n'était plus la même femme qui partit. Elle n'était pas la femme qui avait quitté la vie, qui avait fait d'elle quelqu'un d'autre. Elle était là maintenant. Jack déglutit péniblement, prit une longue inspiration, essayant de mettre de l'ordre dans le chaos des émotions qui l'envahissaient. Il ne répondit pas tout de suite. Il ne pouvait pas. L'enjeu était trop important. Finalement, il fit un pas vers elle, réduisant la distance qui les séparait, tendit la main et effleura son bras, d'abord légèrement, comme pour tâter le terrain. « Tu n'as pas besoin de demander », dit-il d'une voix plus rauque qu'il ne l'aurait voulu. Son regard s'adoucit, mais il n'y avait plus d'incertitude, plus de doute. « Je suis chez moi », murmura-t-elle, et pour la première fois depuis trop longtemps, Jack la crut. L'air était encore trop calme pour une fin d'été. La lumière du porche clignotait, projetant de faibles ombres qui s'étiraient sur les marches usées, celles-là mêmes sur lesquelles Jack s'était assis 100 fois auparavant. Mais ce soir-là, tout semblait différent. La maison était silencieuse, à l'exception du bruissement occasionnel des feuilles dans les arbres et du faible bourdonnement de la ville au loin. Harper se tenait à côté de lui, à quelques centimètres seulement, mais il avait l'impression qu'un d'entre eux. Elle n'avait pas beaucoup parlé depuis son retour, du moins pas avec des mots. Il y avait quelque chose d'autre dans sa façon de bouger, dans la façon dont elle le regardait quand elle pensait qu'il ne faisait pas attention. « Je n'aurais jamais pensé revenir ici », dit-elle en rompant le silence. Sa voix était douce, presque comme si elle se parlait à elle-même. Elle baissa les yeux vers le sol, évitant son regard. « Revenir ici », dit-elle, rompant le silence. Sa voix était douce, presque comme si elle se parlait à elle-même. Elle baissa les yeux vers le sol, évitant son regard. Je pensais avoir tout compris, pensais pouvoir y échapper. Jack ne répondit pas tout de suite. Il se contenta de la regarder, observant la façon dont la lumière se reflétait dans ses cheveux. Comment cela semblait la ramener à la fille qu'il connaissait autrefois, celle qui ne portait pas de masque. « Tu fuyais quelque chose de réel », dit-il doucement, sa voix plus rauque qu'il ne l'aurait voulu. « Mais tu ne peux pas fuir toi-même. » Harper leva les yeux vers lui, les yeux écarquillés, cherchant quelque chose. Il y avait quelque chose de brut dans son regard, quelque chose de vulnérable qu'elle ne montrait jamais auparavant. « Je ne fuis plus », murmura-t-elle. Le cœur de Jack fit un bond. Il ne savait pas si elle parlait de lui ou de la vie qu'elle avait laissée derrière elle, mais cela lui était égal. Ces mots flottaient dans l'air comme une promesse qu'aucun d'eux n'avait eu le courage de faire auparavant. Il tendit la main et effleura son bras, d'un toucher si léger qu'elle ne se retira pas. Au contraire, elle se pencha légèrement vers lui, comme si elle avait besoin qu'il la retienne là. Son souffle se coupa, et Jack ne sut qui bougea le premier. Mais soudain, ils se retrouvèrent plus proches, trop proches pour continuer à faire semblant. Et il ne pouvait plus respirer sans que son parfum ne remplisse ses poumons. Elle ferma les yeux, et cela suffit. Il l'embrassa. Ce n'était pas précipité, ce ne désespérait, c'était doux. Une rencontre douce, des lèvres, qui disaient tout ce qu'aucun d'eux n'avait dit auparavant. C'était 1000 choses, des années de questions, des mois de souffrance et tous les moments de silence entre les deux. Quand ils se sont finalement séparés, aucun d'eux n'a dit un mot. Ils n'en avaient pas besoin. Le baiser avait tout dit, et, alors qu'ils se tenaient là côte à côte, le silence semblait à nouveau normal. C'était le début de quelque chose qu'aucun d'eux ne pouvait fuir. Le magasin ne pas grand-chose, juste un petit bâtiment délabré niché entre deux autres commerces à la périphérie de la ville, mais pour Jack, c'était tout ce à quoi il avait consacré des années à travailler sur les voitures des autres, à réparer des moteurs qui n'étaient pas les siens, à passer des heures, à gagner un salaire qui couvrait à peine les factures. Mais maintenant, c'était son tour, c'était ses mains qui allaient tourner la clé, ses yeux qui allaient voir les pièces rouillées, reprendre vie. Il n'avait pas besoin d'une grande inauguration ni d'une enseigne brillante pour savoir que c'était l'endroit vers lequel il avait travaillé pendant des années. Tout ce dont il avait besoin, c'était d'espace,
de temps et de Harper. Elle était là tous les matins, juste à côté de lui, retroussant ses manches comme elle le faisait toujours quand elle voulait prouver quelque chose, sauf que maintenant, c'était pour lui, pour eux. Elle ne parlait pas beaucoup de ce qui lui était arrivé, de la vie qu'elle avait laissée derrière elle, mais cela n'avait plus d'importance. La maison était désormais un endroit différent. L'atmosphère y était plus légère avec elle, comme si tout s'était enfin stabilisé pour devenir réel. Emily, qui était devenue le cœur battant de la boutique, entra un matin avec un gros morceau de craie à la main. Elle s'arrêta devant la porte d'entrée, s'accroupit et commença à dessiner en grosses lettres désordonnées sur le béton « Le garage des fées ». Jack resta figé pendant une seconde, puis rit doucement. Il n'avait aucune idée d'où elle avait trouvé ce nom, mais il semblait juste, à la fois magique et terre-à-terre, comme si toutes les choses qui avaient été brisées dans leur vie s'étaient assemblées d'une manière qui les rendait complètes. « Ça te va ?» demanda Emily en le regardant, les yeux pleins d'espoir. Jack regarda les lettres tracées à la craie qui se détachaient sur le sol gris terne, puis Harper qui observait depuis le comptoir, un sourire discret sur le visage. « C'est parfait, dit-il. Plus que ça. » Ils travaillèrent côte à côte pendant des semaines, Harper répondant au téléphone et s'occupant de la partie administrative, et Jack mettant les mains dans le cambouis comme jamais auparavant. Mais ce n'était pas seulement le travail, c'était le sentiment d'avoir quelque chose à construire ensemble, quelque chose qui leur appartenait depuis le début. C'étaient les rires d'Emily qui résonnaient à l'arrière de la boutique, ses histoires de fées et de princesses, tandis qu'elle ramassait des outils et les tendait à Jack comme si elle faisait déjà partie de l'équipe. Dans les moments de calme, lorsque le bruit du monde extérieur s'estompait, Jack réalisait qu'il lui manquait quelque chose dont il n'avait même pas conscience. Ce n'est pas seulement le travail qu'il avait voulu, c'était ça, cette vie avec eux, avec Harper à ses côtés, tous deux trouvant leur chemin, une clé à la fois. Et alors que le soleil se couchait sur l'atelier, Jack se permit enfin de croire en un avenir qui ne semblait pas brisé, mais complet, comme un foyer.